Donc bonjour, résumé du cours sur le mouvement des satellites et des planètes. Alors, on commence par les trois lois de Kepler. Donc la première loi qui s'appelle loi des trajectoires. Donc que dit cette loi? Elle dit que les planètes, la trajectoire des planètes sont des ellipses et le Soleil occupe un des deux foyers de l'ellipse. Alors voilà, vous voyez, il y a les deux foyers ici, ben, le Soleil est là par exemple. D'accord. Voilà. Et sur l'autre foyer, ben, il n'y a rien. Voilà, voilà la première loi de Kepler. Deuxième loi, on appelle ça la loi des airs. Donc le Soleil est ici. J'ai une planète qui tourne autour. Position 1 de la planète à une certaine date. À une autre date, elle est là. À une autre date, elle est là. Et à une autre date, elle est là. Je considère donc ces deux dates, ces deux positions. Donc la durée de parcours, ben, je vais l'appeler delta T1. Voilà. Et donc ce segment-là, on appelle ça le rayon vecteur. Le rayon vecteur balaye une certaine aire ici, que j'ai assurée. Et cette aire, ben, ça mesure, c'est A1. Je l'ai noté A1. Et alors que dit la loi des airs? Mettons que la durée entre P1 et P2, ça soit les 50 jours. 50 jours. Si entre P3 et P4, c'est aussi 50 jours, c'est-à-dire que la durée est la même, eh bien, l'air balayé par le rayon vecteur sera le même. Donc, c'est l'air A2 que j'ai dessiné. Alors, quand vous faites un schéma, essayez de bien respecter que ces deux surfaces doivent être les mêmes. D'accord. Donc ici, il ne faut pas faire ce trait-là, il ne faut pas le mettre là, parce qu'à ce moment-là, on aurait une surface ici qui sera plus grande qu'ici. Donc, essayez de respecter. L'air ici est égal à l'air ici. Donc du coup, la loi des airs, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc si l'air A1 est égal à l'air A2, alors les durées de parcours de la planète dans le secteur de leur aire correspondante est le même. Ou réciproquement, si on a deux durées de parcours de planètes qui sont égales, voilà, ici et ici, alors les aires balayées seront égales. C'est équivalent. Alors, il y a une conséquence. Vous voyez, la planète, elle parcourt ça en une certaine durée, ici, et ici, elle parcourt cette petite distance pour la même durée. Donc forcément, ici, la planète va plus vite. Donc la vitesse moyenne de la planète entre P1 et P2 est supérieure à la vitesse moyenne de la planète entre P3 et P4. C'est une conséquence de la loi des airs. Alors, je m'aperçois que je ne l'ai pas mis. Il faut... non, je reviendrai après là-dessus. Alors, troisième loi des périodes. Troisième loi, pardon, ça s'appelle la loi des périodes. Donc c'est une loi empirique qui a été faite par des mesures par Kepler. Il a constaté que T carré sur A cube égale constante. Alors T carré, qu'est-ce que c'est? C'est la période de révolution d'une planète quelconque. Et A, c'est son demi-grand axe. Alors j'ai oublié de dessiner ce qu'était le demi-grand axe, donc je dessine une ellipse, et le demi-grand axe, ça correspond à la demi-longueur. Voilà, c'est ça. Et si on a un cercle, eh bien le demi-grand axe, à ce moment-là, c'est le rayon. Alors, dans cette formule, T n'est pas forcément en secondes, et A n'est pas forcément en mètres. Ça peut être des jours, des années, et A, ça peut être des kilomètres. Voilà. Alors maintenant, les démonstrations. Voilà, donc voilà, ça c'est les trois lois de Kepler. Alors maintenant, ce qu'on fait, avec la deuxième loi de Newton, on essaye de montrer ceci, de montrer aussi, j'y reviendrai, que la vitesse d'une planète, si le mouvement est circulaire, c'est une vitesse constante. Voilà ce qu'on essaie de faire. Alors, donc il y a des démonstrations à connaître. Il y a combien de démonstrations? Il y en a 3. Il y a 3 démonstrations à connaître. Alors la démonstration de quoi? Alors que le mouvement des planètes, c'est un mouvement uniforme. Mais attention, l'hypothèse là, c'est que le mouvement de la planète est circulaire. Alors en effet, j'ai dit, on a dit au début que le mouvement des planètes était une ellipse, mais c'est des ellipses, c'est presque des cercles. On dit que l'excentricité est faible. Donc on peut faire l'hypothèse que le mouvement des planètes est circulaire. Et si le mouvement des planètes est circulaire, c'est assez facile de montrer que le mouvement est uniforme. Bon, assez facile, il faut quand même apprendre. Alors j'ai mis le plan, parce que je ne vais pas refaire le cours. Alors il faut utiliser la deuxième loi de Newton. Alors bien sûr, un système référentiel, bilan des forces, le schéma des forces. Donc il faut représenter voilà, le Soleil ici, la planète qui tourne, voilà,
et ça c'est la Terre, mettons, et là c'est la force F de T sur S. Hein. Voilà, il faut bien représenter. Il faut écrire l'expression vectorielle de F, hein, dans F égale ma, hein, ici. Il faut écrire l'expression de A dans le cas d'un mouvement circulaire, ici. Voilà. Et ensuite, par identification, hein, donc de chaque côté de l'égalité, ici on va voir le vecteur UT et le vecteur UN de la base de Freinet, hein, qu'il faut représenter. Hein, donc le vecteur UN est ici, il faut le représenter. Le vecteur UT, il faut le représenter aussi. Voilà. Et par une identification, eh bien, on montre que dv sur dt égale 0. Hein, et donc V égale constante. Voilà, ça c'est la première démonstration. Alors, cette démonstration, on peut vous la demander aussi, c'est ce que je voulais dire là, que j'ai oublié de faire, on peut vous la demander avec la loi des airs. Hein, donc je le mets en remarque. Donc on considère que la trajectoire est circulaire, hein, c'est l'hypothèse de départ. Voilà. Donc je prends deux airs identiques. Voilà. Hein, deux airs identiques. Voilà. Donc RA1, RA2. Donc du coup, j'ai delta T1 ici et delta T2. D'après la loi des airs, delta T1 égale delta T2. Donc delta T1, alors on a donc A1 égale A2. Donc ça implique que delta T1 égale delta T2. Mais si A1 égale A2, ça veut dire que l'arc parcouru L1 et l'arc parcouru L2 sont forcément égaux. Hein. Ces deux arcs sont forcément égaux, puisqu'on a un cercle et que les arcs sont égales. D'accord. Donc du coup, maintenant je rassemble ça et ça. Donc j'écris V, eh bien c'est L1 sur delta T1 pour V1. V2, c'est L2, la vitesse ici, c'est L2 sur delta T2. Bon, c'est pas très propre ce que je fais. Hein. Voilà, donc on a L1 qui est égal à L2, delta T1 qui est égal à delta T2, donc V1 égale V2. Voilà, c'est une autre façon de démontrer que la vitesse est constante. Voilà, il y a deux façons. Donc, autre démonstration. Il faut trouver l'expression de la période de la planète. Et la donnée initiale, c'est la vitesse de la planète qu'on a pu exprimer, en fait, en utilisant l'autre identification entre les vecteurs. Alors l'identification avec le vecteur UT, ça servit ça, mais l'identification avec les vecteurs UN, eh bien, on retrouve ceci. Donc la donnée initiale, c'est ça. Alors, il faut trouver l'expression de la période. Eh bien, donc ça, c'est une donnée. La vitesse de la planète, on peut l'exprimer ainsi. Hein. La vitesse de la planète, c'est la longueur correspondant au tour, hein, à un tour, hein, c'est-à-dire le périmètre du cercle, 2πr, divisé par la durée d'un tour. Et la durée d'un tour, c'est t. Donc, du coup, on a ceci qui est égal à ceci, et on isole t. Ça, c'est la deuxième démonstration à connaître. Troisième démonstration, il faut retrouver l'expression théorique de la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler, c'est t carré sur r cube égale constante, mais là, on exprime la constante. Donc, la donnée de départ, eh bien, c'est l'expression de la période qu'on a trouvée ici, qui est là. Alors, il faut commencer par écrire l'expression de la troisième loi de Kepler, hein, qui est une expression empirique. Hein. T carré sur r cube égale constante, hein, ça veut dire que ça a été fait avec des mesures, c'est pas une démonstration. Et ensuite, avec cette expression-là, on isole t carré sur r cube. Alors, il y a cette racine carrée qui est gênant. Donc, la première chose à faire, c'est élever au carré ici et élever au carré ici pour enlever la racine carrée. Donc, ça fait t carré est égal à 4pi carré multiplié par r cube sur gm. Et ensuite, on isole t carré sur r cube et on trouve ça. Ça fait simple. Alors, une remarque sur la troisième Kepler et son graphique correspondant. Alors, la troisième loi de Kepler, c'est t carré sur a cube égale constante. Cette constante, je la note k. Donc, je peux dire que t carré est égal à k fois a cube. Donc, si je représente un graphe avec t carré en ordonnée
et A cube en abscisse, hein, c'est bien A cube, hein, c'est pas A, et c'est bien T carré, c'est pas T. Hein. Eh bien, K, eh bien, c'est, donc là on a une fonction linéaire, et K est le coefficient directeur. Alors par exemple, on a ça, eh bien le coefficient K, bah, c'est égal à quoi, hein? On prend un point sur la droite, et on divise l'ordonnée divisé par l'abscisse. Voilà. Puis on fait le calcul. Alors petite remarque, hein, dans mon graphe, là, vous voyez, j'ai pas mis c'est pas forcément des secondes là, et là c'est pas forcément des mètres. Hein, j'ai mis des années, et voilà. Donc on aura un coefficient K dont l'unité est un petit peu bizarre. Hein, ça va être des années divisées par des kilomètres cubes. D'accord. Alors après, si on veut mettre les unités du système international, hein, pour T et pour A, eh bien, c'est ce que j'ai écrit ici. Pour T, c'est des secondes, et pour A, c'est des mètres. Et ça, on doit le faire si, par exemple, on veut exploiter le coefficient directeur. Hein, le coefficient directeur, bah, c'est égal à 4 pi carré sur G fois la masse de la planète. Et si on veut calculer, par exemple, la masse de la planète, alors là, par contre, il faut le coefficient K, il faut forcément le mettre en secondes carrées divisé par des mètres cubes. Hein. Voilà, parce que sinon, si on laisse en années par des kilomètres cubes, c'est faux. Donc dans ces cas-là, bon, ça serait pas ce graphe-là, mais bon, parce que là, on va pas. Si on veut exploiter le coefficient K, il va de soi que dans le graphe, ça sera des secondes là, et pour l'ordonnée, et pour les abscisses, ça sera des mètres. Voilà, des secondes au carré et des mètres au cube. Bref, c'est une petite parenthèse. Enfin, dernière chose, satellite géostationnaire. Alors la définition d'un satellite géostationnaire est la suivante, hein. C'est un satellite qui est immobile dans le référentiel terrestre. Autrement dit, c'est un satellite qui est immobile par rapport à la surface de la Terre. Hein, c'est-à-dire que la distance entre le satellite et un point de la surface de la Terre est constante dans le temps. Hein, cette distance ne varie jamais. Donc ça veut dire que le satellite tourne exactement comme la surface de la Terre. Et la surface de la Terre fait un tour en 24 heures. Donc ça veut dire que le satellite, la Terre, elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. Donc ça veut dire que le satellite fait aussi un tour en 24 heures. Hein, pour que le satellite ait un point ici, soit toujours que la distance soit toujours la même, il faut que ce point-là et ce point-là tournent en même temps. Bon, alors ce qu'on demande en général, la question que l'on demande, c'est quelle est l'altitude d'un satellite géostationnaire. Donc, on a cette expression-là qui n'est pas savoir par cœur. Hein, voilà. Voyez, dans tout ce que j'ai mis, tout ça, voilà, par exemple, ça, c'est pas savoir par cœur. Mais ça, oui. D'accord. Hein. Donc, ce qui est à savoir par cœur, j'ai mis en rouge. Par exemple, dans la démonstration ici, c'est le plan qui est à savoir par cœur. Hein. Voilà, donc la donnée, ça sera ça, et on vous demandera de faire. Donc ce plan, ça, il faut le savoir par cœur. Hein. Voilà, ça aussi. Bon, bref, ce qu'il y avait à savoir par cœur, je l'ai mis en rouge. Voilà, c'est là. Alors, donc du coup, donc avec la troisième loi de Kepler, on isole petit r. Voilà, r, ça donne ça. Alors il y a un r cube. Hein. Alors pour isoler R, il faut faire puissance 1 tiers, hein, d'accord, hein. Le R cube, ça fait puissance 1 tiers quand on isole R. Et ensuite, on dit que, alors R, qu'est-ce que c'est? C'est la distance entre le centre de la Terre et le centre du satellite. Mais l'altitude, c'est la distance entre le satellite et la surface de la Terre. Donc du coup, R, c'est le rayon plus l'altitude. Et donc du coup, l'altitude, eh bien, c'est petit r moins RT. Voilà, donc là, on trouve en gros 42 000 km pour R, et là, c'est 36 000 km. Alors, donc on a le résultat en mètres. Voilà, le résumé est fini.